Alors, bonsoir à tous déjà, parce que j'ai pas encore vu tout le monde. Alors, respecter les institutions. Nous sommes le 22 octobre 1964. Je ne me suis pas trompé. L'Académie du Nobel décerne le prix Nobel de la littérature à Jean-Paul Sartre. Il lui est décerné pour l'ensemble de son œuvre, mais particulièrement pour cet ouvrage, Les mots, qu'il a publié en 1963, juste l'année avant. Mais pour la première fois de l'histoire de ce prix prestigieux, le Nobelisé refuse d'être distingué. En effet, si certaines personnes travaillent toute leur vie dans l'espoir un jour de recevoir le prix Nobel, Sartre, lui, se permet de le refuser. Alors, c'est pas la première fois qu'il faisait le coup, il a refusé avant ça bien d'autres distinctions, comme notamment la Légion d'honneur, ou encore une chaire au Collège de France. Alors là, on se dit, Sartre, il débloque complètement. Des titres auxquels le commun des mortels n'aura sans doute jamais accès sont à sa disposition, et lui, il les refuse. Sauf que pour Sartre, un écrivain doit refuser de se laisser transformer en institution, même si cela a lieu sous les formes les plus honorables. C'est pas tellement que Sartre méprisait ces distinctions, mais il disait lui-même, si je signe Jean-Paul Sartre ou si je signe Jean-Paul Sartre, prix Nobel, c'est pas la même chose, c'est pas la même responsabilité. En fait, Sartre se méfiait de ce qu'il appelle le baiser de la mort. Il se disait que parfois ce genre de récompenses, ce genre d'honneurs sont donnés aux écrivains les plus véhéments envers le système pour qu'ils lâchent un peu, vous voyez. C'est pour qu'au fond, une fois qu'on l'aura mis au fond d'un amphi au Collège de France, Sartre commence un peu à se ramollir et arrête de critiquer le système, ou du moins le fasse un peu moins. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le mot que Sartre utilise. Il ne veut pas être institutionnalisé, il ne veut pas devenir une institution. Mais alors, qu'est-ce qu'une institution ? Du point de vue philosophique et sociologique, une institution, ça désigne un ensemble de règles, de pratiques ou d'organismes qui régissent une vie en société. Bon, ça c'est pas compliqué. C'est un cadre établi, à la fois tangible et intangible, qui structure nos comportements, nos droits et nos devoirs. Les institutions, elles peuvent être à la fois formelles, comme les gouvernements, les systèmes juridiques, les écoles, les églises ou encore les entreprises. Mais elles peuvent aussi être informelles, englobant la tradition, les normes sociales, les coutumes et les valeurs qui façonnent notre manière de vivre ensemble. Elles sont omniprésentes et s'incarnent à tous les niveaux de la vie humaine, qu'il s'agisse des grandes structures politiques ou des cadres plus intimes comme la famille. Historiquement, les institutions naissent de la nécessité de résoudre des problèmes collectifs. Comment maintenir l'ordre, comment distribuer des ressources, comment régler les conflits de manière équitable. Les premières formes d'institutions apparaissent dès que des groupes humains ont commencé à se sédentariser, à développer l'agriculture et à vivre ensemble de manière organisée. Des systèmes légaux comme le célèbre code d'Hammurabi à Babylone ou les systèmes de gouvernement démocratique de la Grèce antique marquent les premières tentatives d'encadrer la vie collective par des règles claires, acceptées et respectées par tous. Les institutions, en ce sens, sont le reflet de la rationalité humaine qui cherche à ordonner et encadrer le chaos des interactions humaines pour garantir un minimum de paix et de justice. Mais alors pourquoi est-ce que les institutions sont-elles si importantes ? D'abord parce qu'elles permettent d'assurer la stabilité dans nos interactions quotidiennes, parce que, nous dit-on, sans institution, nous vivrions dans un état de désordre où chacun agirait selon ses intérêts personnels, sans considération pour les autres. Alors ça, c'est ce que les institutions elles-mêmes nous disent pour s'auto-légitimer. Mais on peut tout à fait le remettre en question. Les institutions, donc, en ce sens, en tout cas, c'est ce qu'elles aimeraient nous faire croire. Mais les institutions, en ce sens, donc, fournissent un cadre qui nous aide à comprendre ce que l'on attend de nous et ce que nous, on peut attendre des autres. Si je roule sur la route et que quelqu'un roule beaucoup plus vite que moi dans le sens inverse, normalement, s'il respecte les institutions, il doit rouler de manière à ce qu'il ne mette pas en danger ma vie. C'est ce que moi j'attends de lui et ce que lui doit attendre de lui-même. Il doit comprendre ce qu'on attend de lui. Ensuite, la notion de respect. Respecter une institution, c'est plus que simplement suivre ses règles. C'est reconnaître son rôle fondamental dans la structure de la société et l'accepter comme légitime, même si parfois on n'est pas toujours d'accord avec toutes les décisions qu'elle prend.
Le respect des institutions repose sur la reconnaissance de leur importance dans la préservation de l'ordre social, mais il est aussi lié à une forme de confiance. Il faut avoir confiance dans les institutions. En respectant les institutions, on affirme notre confiance donc dans leur capacité à maintenir un cadre juste et à évoluer dans le temps pour s'adapter aux changements et aux exigences de la société. Par exemple, l'école est une institution éducative qui a pour but de transmettre des connaissances, de former des citoyens et d'intégrer des individus dans la société. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, c'est son objectif. Est-ce que c'est ce qu'elle fait vraiment? Est-ce que cet objectif est atteint? C'est une autre question. Est-ce que cet objectif est vraiment celui qui devrait être celui de l'école? C'est aussi une autre question. De même, les systèmes juridiques et judiciaires sont des institutions qui régulent les conflits et garantissent pour tout le monde le respect des lois. Alors encore une fois, est-ce que ces institutions judiciaires et juridiques empêchent les conflits? C'est une autre question. Est-ce que les lois sont réellement respectées grâce aux institutions judiciaires ou grâce à autre chose? C'est encore une fois une autre question. Mais en bon philosophe, on pourrait se demander si la loi elle-même n'est finalement pas faite pour être transgressée. Et si l'institution qui la produit n'est finalement pas qu'un chantier qui ne prendra jamais fin. Une ancienne élève que j'avais il y a un an, qui a fait sa rentrée cette année là en septembre en fac de droit, m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps pour me demander mon avis sur un philosophe qui s'appelle Hans Kelsen. D'ailleurs, c'est pas tellement un philosophe, mais c'est plutôt un juriste qui avait pour ambition d'envisager un droit qui soit pur, hors de toute détermination sociale, morale, éthique, politique ou bien temporelle. Un droit qui puisse être rédigé et figé dans le temps sans jamais qu'on y touche. Autrement dit, un droit qui serait soit trop vague pour permettre l'objectif de l'institution, à savoir le règlement des conflits, soit tellement pur, tellement strict, qu'il ne répondrait pas non plus à l'horizon de justice qu'exige le droit. Bref, une institution, c'est quelque chose de mouvant qui rêverait d'être figé. Et la métaphore du mouvement ici, elle me semble vraiment intéressante parce que c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut percevoir les institutions. C'est un moyen pour ne pas tomber dans la résilience. Il faut se dire que tout peut changer, même si ça semble parfois immeuble. Si on a l'impression qu'on n'a pas réellement de pouvoir, c'est peut-être parce qu'on manque de démocratie. Peut-être parce que notre démocratie n'en est pas vraiment une. Si le peuple n'a pas l'impression que les institutions sont meubles, c'est parce que l'État gère à sa place. Alors, pourquoi devrait-on respecter les institutions? Quelles sont les raisons qui pourraient remettre en cause leur si grand pouvoir et quels sont les motifs qui, au contraire, nous feraient suivre les directives institutionnelles? Ça, c'est toute la problématique à laquelle on va essayer de répondre maintenant. Alors, dans un premier temps, on va voir le caractère normatif des institutions, l'impact normatif que les institutions ont sur les individus à travers Foucault et Gorz, qui seront les deux auteurs principaux de cette présentation. Ensuite, on verra en quoi l'institution est une œuvre humaine avant tout, et donc en cela elle est imparfaite, et donc il faut la traiter comme telle, en tant qu'une œuvre humaine imparfaite, et non pas comme un objet indéterminé. Et ensuite, dans un troisième temps, on verra que peut-être la solution pour régler les problèmes que contient en elle-même l'institution, c'est peut-être davantage de démocratie. On verra que la démocratie est un outil qui pourrait construire le début d'un changement. Alors, dans un premier temps, on va voir en quoi les institutions ont une fonction normative dans les comportements des individus. Alors, le philosophe français Michel Foucault, qui a beaucoup travaillé sur l'idée des institutions, en disant qu'on les pense souvent comme des structures neutres ou simplement là pour organiser la société. C'est ce que j'ai dit volontairement en introduction. Mais pour Foucault, les institutions, en fait, elles ont un rôle beaucoup plus sournois. Les institutions créent des normes. Elles dictent ce qu'on doit penser, comment on doit se comporter, et elles définissent même ce qui est considéré comme normal ou anormal. Par exemple, l'école, on pourrait croire qu'elle est juste là pour nous apprendre des matières classiques comme les maths ou l'histoire, mais en réalité, elle nous apprend aussi à nous comporter d'une certaine manière. On apprend à être à l'heure, à rester assis en silence, à lever la main avant de parler. Ce sont des règles qui nous paraissent naturelles, mais en fait, elles normalisent notre comportement. Dans Surveiller et punir, donc, ce petit ouvrage que vous pourrez feuilleter tout à l'heure, dans Surveiller et punir, Foucault explique que ces institutions, comme l'école ou la prison, ou même l'hôpital,
utilise des mécanismes pour discipliner les individus et les amener à agir selon certaines normes. Et ça, sans qu'on s'en rende compte. Alors il prend l'exemple du panoptique dans les prisons. C'est un système où la disposition de la prison est faite de sorte que les détenus ne savent pas s'ils sont surveillés ou pas. Il y a le gardien au centre et les détenus sont dans des cellules autour de lui. Mais lorsqu'on est à la place du détenu, on ne sait pas si on est observé. En fait, je ne sais pas si c'est très clair, alors j'ai pris une petite photo. Voilà, ça ressemble à ça. Une prison panoptique. Voilà, c'est peut-être plus clair comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un système comme ça, où on ne sait pas si on est observé ou pas? Eh ben, on finit par s'autodiscipliner. Simplement parce qu'on sait qu'on est potentiellement observé. Et donc Foucault montre bien que ce genre de dynamique ne se limite pas aux prisons, mais s'applique aussi à beaucoup d'autres institutions comme l'école ou le travail. On pourrait donc prolonger cela aujourd'hui en parlant, par exemple, des caméras de surveillance qui sont parvenues à conquérir nos rues, nos supermarchés et même parfois nos maisons. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que ces outils de surveillance sont toujours vendus sous le prisme de la sécurité. On vous surveille, mais c'est pour votre bien. Vous voyez bien qu'il y a là un côté très infantilisant. Alors, je précise quand même ici que je ne dis pas que je suis absolument contre toutes les caméras de surveillance, je dis simplement que ces mécanismes permettent de réguler nos comportements. Les institutions, que ce soit l'école, ou la prison, ou l'hôpital psychiatrique, ne se contentent pas de dire ce qui est bien ou mal. Elles définissent ce qui est normal. Dans l'histoire de la folie, Foucault raconte comment, au fil des siècles, on a décidé que certains comportements ou pensées étaient fous ou jugés anormaux. Par exemple, à une époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale par beaucoup de psychiatres. Donc, on imagine bien l'évolution que ça a dû prendre pour que ça change. On enfermait les gens qui ne se conformaient pas à cette norme de la santé mentale. Aujourd'hui, bien sûr, j'espère en tout cas que cette vision a changé, et ce qui était autrefois considéré comme anormal est aujourd'hui largement accepté. Foucault nous montre ici que ce qu'on appelle normal aujourd'hui n'est pas figé dans le temps et surtout n'est pas naturel. Il faut distinguer le normal du naturel. Mais tout ça, ça dépend des normes que les institutions créent et imposent à un moment donné. Il faut quand même préciser ici la différence entre la norme et la normalité, parce que ça me paraît quand même fondamental. Alors ici, je vais mobiliser un autre philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, qui a écrit un livre qui s'appelle Le normal et le pathologique. Canguilhem, il est vraiment important. Ceux qui s'intéressent et qui lisent de la philo, si vous ne connaissez pas Canguilhem, allez-y, parce que c'est vraiment très très bien. Alors la normalité, donc là, plus loin, normalité, chez Canguilhem, c'est le côté statistique, la moyenne de ce que les gens font. Par exemple, c'est normal de s'asseoir sur une chaise, parce que lorsqu'on donne une chaise à quelqu'un, le réflexe naturel, c'est de s'asseoir dessus. Personne aujourd'hui est venu là et dit « bon, aujourd'hui, moi, je me mets debout sur la chaise ». C'est quelque chose qui paraîtrait pas normal. La norme, par contre, c'est différent. La norme, c'est un ensemble de règles ou de critères qui servent à réguler les comportements, à définir ce qui est jugé acceptable ou déviant dans une société. Et ça, c'est purement créé par toutes les institutions. Alors parfois, les deux sont coordonnés. Le fait de s'asseoir sur une chaise est à la fois une norme et en même temps normale. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Des comportements, des vêtements, des coutumes, des pratiques jugées comme normales peuvent parfois être remises en question. Par exemple, aujourd'hui, on a une norme autour du travail. Être productif, être motivé, toujours donner le meilleur de soi-même, c'est ça qui est valorisé. Les individus qui se comportent comme ça au travail, c'est ceux qui sont valorisés. Mais cette idée qu'on a aujourd'hui du bon employé, de l'employé modèle, ou du même, voire plus loin, du bon citoyen, c'est une norme que la société actuelle a construite et elle n'a rien d'universel ou d'éternel. Peut-être que dans une société future, une société alternative, on considérera comme fou celui qui vend sa vie pour une entreprise qui l'exploite. Foucault montre aussi que ce pouvoir des institutions passe souvent par des moyens très subtils. Ce n'est pas toujours quelque chose de violent ou d'autoritaire. Souvent, c'est une surveillance diffuse, sournoise, vicieuse, perfide, insidieuse, fourbe, discrète, subreptice. Je pense que vous avez compris. Donc, Foucault parle même de surveillance intériorisée, c'est-à-dire qu'on finit par s'auto-surveiller. On finit par se conformer aux normes sans qu'on ait besoin de nous forcer.
Prenons un exemple de nos jours, les réseaux sociaux, où on poste des photos, des opinions, sans même s'en rendre compte, on se conforme à ce que les autres attendent de nous. Ou à ce que la société considère comme une vie réussie. Certains même, pour aller encore plus loin dans cette autosurveillance, modifient leurs photos, montrent une vie idéale, parce qu'ils ont intériorisé cette norme de ce qui est censé être une vie parfaite. Foucault parle de ça encore dans Surveiller et punir, alors il ne parle pas des réseaux sociaux, mais il explique comment les gens finissent par agir comme s'ils étaient constamment observés, même quand ça n'est pas le cas. Par exemple, au travail. Je vous promets qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont censés finir le travail à 18h, même s'ils ont fini à 17h30 et qu'il n'y a plus personne dans les bureaux, ils restent quand même jusqu'à 18h parce que l'heure, c'est l'heure. Alors qu'ils ne sont pas surveillés, ils pourraient très bien dire « bon, j'ai fini mon travail, il est vendredi, je m'en vais ». Non, ils restent parce qu'on se comporte comme si on était sans cesse surveillé. Et ça, à mon avis, c'est complètement absurde. Parce que l'auteur qui a fait l'objet de mon mémoire en philosophie, André Gorz, est un penseur qui a beaucoup réfléchi sur le travail et sur le rôle du travail dans nos vies. D'ailleurs, petite anecdote, à l'origine, mon mémoire devait porter sur ça, sur le rôle du travail. Finalement, ça a un peu dévié à la fin, mais c'était à la base de ce qui m'intéressait. Donc, Gorz critique radicalement le travail en tant qu'institution. Dans plusieurs ouvrages, comme Métamorphose du travail que j'ai ici, encore une fois, ou encore Adieu au prolétariat, Gorz explique que le travail n'est pas seulement une façon de gagner sa vie, mais c'est devenu une activité existentielle. C'est-à-dire qu'il structure complètement toutes nos vies. Il détermine notre emploi du temps, nos priorités et même notre identité. En gros, ce qu'on fait dans notre travail finit par définir qui on est aux yeux des autres et même à nos propres yeux. Je suis ce que je fais. Et c'est là que Gorz est à mon avis le philosophe le plus génial du XXe siècle, désolé pour les autres. Il dit que le travail, tel qu'il est organisé aujourd'hui, devient un outil de discipline. Les règles du travail ne sont plus seulement des règles à suivre pour produire des biens, des ressources qui vont finir par être consommées, mais ce sont des normes qui finissent par nous façonner, qui nous conditionnent à penser que notre valeur en tant que personne est directement liée à notre productivité. Dans Métamorphose du travail, Gorz explique que le travail est devenu un espace de contrôle social. Travailler n'est pas seulement travailler, c'est se conformer à tout un système. On finit par intérioriser ces règles au point de juger les autres et se juger nous-mêmes en fonction de ce qu'on produit ou de notre prétendue réussite au travail. Quelqu'un qui réussit dans son travail devient automatiquement quelqu'un qui réussit sa vie. Réussir son travail, c'est réussir sa vie. Et même plus loin, quelqu'un qui réussit dans son travail, ça devient quelqu'un de bien, quelqu'un de fréquentable. Alors que pour Gorz, ça c'est quand même un vrai problème parce que du coup, celui qui ne réussit pas dans son travail sera extrêmement dévalorisé socialement. Alors qu'on connaît tous quelqu'un pour qui le travail n'est pas un grand succès, qui travaille, je sais pas, en intérim, à droite à gauche pour gagner sa croûte, et qui pourtant est quelqu'un de très bien. Surtout, je parle pour les gens de mon âge, beaucoup ne savent pas quoi faire, tellement le marché de l'emploi est saturé, peu attractif et aliénant. Donc ça pose quand même un vrai problème de société. Ce que Gorz pointe du doigt, c'est que le travail a pris une telle place dans nos vies qu'il nous contrôle totalement. Le travail, en tant qu'il est une institution disciplinaire, finit par façonner toute notre existence. On ne travaille pas juste pour vivre, on vit pour travailler. Rappelez-vous du plus grand paragraphe de l'histoire de la philosophie moderne écrit par Nietzsche dans Aurore, dont je vous ai déjà parlé au moins 2 fois. Le travail, nous dit Nietzsche, est la meilleure des polices. Et ça, à mon avis, c'est peut-être la plus grande phrase de l'histoire de la philosophie, si je voulais abuser extrêmement. Parce que la métaphore de la police, elle pourrait être filée à l'infini. Donc je trouve ça génial. Il faudrait donc remettre en cause toutes ces institutions, que ce soit le travail, l'école, la prison, l'hôpital, non seulement en tant que telles, mais parce que, selon Nietzsche, changer la norme, changer les valeurs, c'est changer la vie. Puisque le travail est une activité existentielle, changer la norme au travail, c'est changer la vie. Voilà. Donc, remettre les institutions en question, c'est essentiel pour les améliorer. On pourrait alors se dire, il ne faut plus respecter aucune norme, tout déconstruire et tout remettre
enfin et tout mettre sans dessus-dessous. Mais ça, c'est ce que fait le wokisme, par exemple, mais on ne reviendra pas là-dessus. Mais une objection importante qui pourrait être formulée, c'est que si on se permet de ne pas respecter les institutions actuelles, sous prétexte qu'elles sont injustes ou imparfaites, comment pourrait-on attendre des autres qu'ils respectent ces mêmes institutions une fois qu'on les aura changées? La critique et la transformation sont nécessaires, mais si on sabote leur légitimité en ne les respectant pas, on risque de rendre toute institution future tout aussi fragile. Il y a là un paradoxe. On ne peut pas réclamer de nouvelles règles tout en ignorant celles qui sont en place, sous peine de créer un cycle de désobéissance continue où plus personne ne respecte plus rien. Les institutions, qu'elles soient politiques, sociales ou économiques, sont avant tout des créations humaines. Elles ont été conçues dans des contextes spécifiques pour répondre à des besoins collectifs, organiser la vie en société, garantir la justice, réguler les interactions entre les individus et maintenir un certain ordre social. Mais ces créations humaines, comme tout ce qui est humain, sont par nature imparfaites et évolutives. Toujours la métaphore du mouvement. Ce qui fonctionnait à un moment donné peut devenir inadapté ou même oppressif à un autre moment. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de pouvoir remettre en cause les institutions. Critiquer et questionner les institutions est non seulement légitime, mais indispensable. Parce que si on ne remet jamais en question les institutions, elles risquent de se figer, de devenir des structures rigides qui ne servent plus l'intérêt général, comme ce qu'aimerait notre ami dont je vous ai parlé en introduction, Hans Kelsen. Prenons l'exemple des institutions démocratiques. La démocratie, en théorie, repose sur la volonté populaire et garantit la participation de chacun à la vie politique. Mais lorsqu'une institution démocratique comme le système électoral ou les partis politiques devient corrompue ou inefficace, il devient impératif de la remettre en question. La critique des institutions démocratiques n'est pas une attaque contre la démocratie elle-même, mais une tentative de la renforcer, de la rendre plus juste et plus représentative. De même, si on pense à des institutions comme la police ou le système judiciaire, ces dernières doivent être sans cesse remises en question, réévaluées, critiquées, lorsqu'elles produisent des inégalités ou de l'injustice. Par exemple, les mouvements qui dénoncent les violences policières dans plusieurs pays sont là pour remettre en question une institution qui, dans certaines situations, ne remplit plus son rôle de protectrice des droits humains. Mais cette remise en question s'accompagne, ce n'est pas seulement une remise en question pure et indéterminée, mais cette remise en question d'une institution policière s'accompagne bien souvent d'une amélioration démocratique de l'institution visée. Si on prend l'exemple de la lutte des Noirs aux États-Unis, lorsque Rosa Parks décide de s'asseoir à l'avant du bus à la place des Blancs, elle se révolte, elle transgresse la normalité, elle fait ce que la loi lui interdit de faire, mais elle le fait non pas parce qu'elle a décidé qu'aujourd'hui elle était de mauvaise humeur, elle le fait pour améliorer les conditions sociales des Noirs aux États-Unis, et aujourd'hui c'est une conquête achevée. Il n'y a plus de place réservée aux Blancs dans les bus aux États-Unis. C'est un fait. Un autre exemple qui pourrait être aussi celui des institutions économiques, comme le marché du travail. Beaucoup de critiques sont faites à propos du salariat. Ces critiques sont nécessaires pour repenser le travail et garantir des conditions plus justes. Mais remettre en question le modèle dominant du travail ne signifie pas boycotter complètement l'idée de travailler, ni l'idée de travail elle-même. C'est en respectant ces structures tout en travaillant à les améliorer que des changements de normes sont possibles et que les institutions peuvent évoluer de manière non chaotique. En fait, remettre en question les institutions, c'est vouloir qu'elles s'améliorent et qu'elles s'adaptent aux nouvelles réalités sociales et politiques. Mais cette démarche doit s'accompagner d'un respect quand même minimal, sinon on prend le risque de délégitimer totalement le système sur lequel repose la société. Si on détruit la légitimité des institutions en cessant de les respecter, alors, une fois réformées, elles ne seront plus prises au sérieux et la société risque de s'effondrer dans un cycle perpétuel de contestation et de désobéissance. Parce qu'il n'y aura jamais un moment donné où tout le monde sera d'accord. Donc, il faut quand même une certaine légitimité de l'institution.
Alors il existe bien des courants qui soutiennent le fait de tout remettre en question tout le temps et de tout délégitimer. Ça s'appelle notamment l'anarchisme ou le wokisme, à travers la déconstruction. Mais la déconstruction, à mon sens, n'a jamais produit ni d'égalité, ni de justice. Ça ne produit que du chaos. Alors vous me direz alors, c'est bien gentil tout ça, mais quelles sont les solutions qui existent alors pour corriger les institutions sans pour autant rêver de déconstruire tout le système? Tout à l'heure, je vous ai parlé de Gorz en disant qu'il critiquait le rôle central qu'occupe le travail dans nos sociétés et que cette place centrale produisait de la discipline chez les individus. Mais Gorz ne s'arrête pas à la critique. Et c'est pour ça aussi que c'est un philosophe génial. Il propose aussi des alternatives. Dans Métamorphose du travail, par exemple, il propose l'idée d'un revenu de base. L'idée, c'est de permettre aux gens de sortir de cette contrainte du travail productif. Et pour Gorz, un revenu garanti qui permet de vivre décemment, grâce auquel on n'est plus obligé de vendre notre temps et notre force de travail au plus offrant, permettrait de pouvoir choisir de travailler différemment. Pour Gorz, ce serait un moyen de se réapproprier son temps, de retrouver une forme de liberté face au travail. Et au-delà même de simplement le fait de se réapproprier son temps, etc., parce que ça on pourrait dire c'est un rêveur, Gorz veut qu'on repense la place du travail dans nos vies, qu'on sorte de cette obsession du travailler plus pour consommer plus. Repenser le travail, c'est aussi l'occasion de désinstitutionnaliser le travail, de briser cette dépendance à un système qui ne fait que nous soumettre à des règles qui ne sont pas faites pour nous, mais qui sont faites pour maintenir l'ordre économique et en plus en nous exploitant. Alors bon, je vous ai donné cette idée du revenu de base de Gorz un peu gratos, mais ce n'est pas tellement le sujet ici qui est intéressant. Ce qui est intéressant chez Gorz, c'est la méthode par laquelle Gorz envisage de remettre en question le travail. La méthode est la suivante. C'est tout simple, de la démocratie. Redonner le pouvoir aux travailleurs et à l'échelle de la société, redonner le pouvoir au peuple, par en bas. Depuis le début de la Ve République, il y a eu 25 révisions de la Constitution. Et sur les 25, à votre avis, combien ont été faites par référendum? Qui prend les paris? 2, c'est ça. Ouais, si tu connaissais la réponse, c'est trop facile. Voilà. Donc, on voit bien que le peuple n'est pas suffisamment consulté. Le gouvernement, lui-même, a beaucoup trop de pouvoir. Il ne faut pas tout attendre de l'État et de ses institutions. À ce propos, il y a encore un aphorisme de Nietzsche qui dit « L'État est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement. Et voici le mensonge qui sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. » Alors en effet, aujourd'hui, l'État n'est pas le peuple. Alors il faut que les institutions de l'État reviennent au peuple, pour que le peuple décide lui-même de ce qu'il veut, sans que ce soit à l'État de lui dire ce qui est bien pour lui. Alors maintenant qu'on a la méthode, savoir remettre de la démocratie, comment la mettre en place? Comment réinsérer de la démocratie dans nos vies pour qu'on retrouve le pouvoir de décider et de corriger les institutions? Comme l'a dit un grand homme, pas de révolution sans théorie révolutionnaire. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une révolution? Il faut distinguer la révolution de la jacquerie. Alors, le mot jacquerie, il est un peu inconnu, mais une révolution, c'est un mouvement organisé avec un objectif clair, transformer un système politique, économique ou social. Les participants ont une vision précise de ce qu'ils veulent construire, souvent guidée par une idéologie ou un parti, comme la Révolution française en 1789 ou la Révolution russe en 1917, où les bolcheviks visaient un socialisme et où les Français visaient démocratie, république. Enfin, oui, pour les bolcheviks, c'est socialisme d'État. Voilà, parce que pas qu'on dise communisme, pour l'URSS, ça me sort par les yeux quand je vois ça. Alors, en revanche, une jacquerie est une révolte spontanée, souvent menée par des paysans contre des injustices immédiates, comme la hausse des impôts. Contrairement à la révolution, la jacquerie n'a pas de projet à long terme. C'est juste une explosion de colère, une jacquerie, sans vision de société, comme le fut la fameuse jacquerie de 1358 dont vous avez tous entendu parler, je n'en doute pas. Voilà, c'était la guerre de 100 ans, il y avait les Anglais, les soldats anglais, les soldats français qui pillaient dans toutes les récoltes,
En même temps, le roi augmente les impôts, tout ça, donc les paysans, ils ont dit on en a marre, on fout le bordel. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Alors, dans le mémoire que j'ai terminé il y a quelques semaines maintenant, j'ai choisi de terminer ma recherche par une proposition philosophique que je vous soumets pour notre futur. Le choix de ce que j'ai appelé l'écosophie. Alors l'écosophie, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors j'emprunte ce terme à Guattari, je ne l'ai pas inventé, mais en lui donnant un tout autre sens que Guattari. L'écosophie, ce serait une nouvelle façon d'envisager la vie, à la fois écologique, naturelle et biologique. Retrouver un rapport sain à notre nature, un rapport émancipé du productivisme et de ses vicissitudes, mais aussi envisager la vie de manière spirituelle, philosophique, et pourquoi pas poétique. Alors là, vous vous dites, il débloque complètement, il se met à rêvasser. Je rêvasse pas du tout, vous en faites pas. L'écosophie, c'est une nouvelle approche de la vie à travers des besoins réévalués. Une conquête du pouvoir à travers une expansion de la démocratie dans tous les domaines de la vie, et notamment au travail. Mais ça peut être aussi à la maison, partout, dans tous les domaines de la vie. Reprendre le pouvoir sur le travail par en bas en prenant le contrôle de tout ce qui aliène, alors à savoir les moyens de production, bien sûr, pour rester dans un cadre strictement marxiste, mais aussi reprendre le pouvoir sur les valeurs, dans une perspective plutôt nietzschéenne. C'est la philosophie à coups de marteau de Nietzsche. Vous savez, le marteau à la fois qui casse les valeurs, mais en même temps le marteau qui construit aussi d'autres valeurs. Au fond, ma proposition, c'est une forme, le mot forme est un peu mal choisi, mais c'est une forme de révolution de nos institutions en réévaluant les besoins, les objectifs et les impératifs. Puisqu'au travail, le rendement rend dément, remplaçons le labeur par l'argent du labeur. Arrêtons de tout espérer de ceux qu'on a prétendument choisis pour gouverner, parce qu'au fond, on sait très bien que celui qui gouverne ment. Il faut réinsérer de la démocratie dans nos vies, collectivement, en s'émancipant de l'individualisme moderne, parce que, croyez-moi, ne s'occuper que de ses oignons, ça donne juste envie de pleurer. Et puisque j'ai commencé avec une anecdote sur Sartre, je vais terminer un peu comme ça en épanadiplose par 2 citations de Sartre, beaucoup plus simples que celles de Stéphane, vous en faites pas. Première citation, il n'y a pas d'autre réalité que l'action. Deuxième citation, la liberté, c'est ce que nous arrivons à faire avec ce qu'on nous a fait. Ouais. Et voilà, merci beaucoup.